chers amis, bonsoir les conférenciers. C'est un plaisir d'avoir ce groupe de conférenciers féminins. Désolé, monsieur le député, mais aujourd'hui on a renforcé les femmes qui sont extrêmement importantes, surtout qu'on a fêté dimanche les 80 ans du droit de vote des femmes en France. Et c'est magnifique. Pour nous, Lydia Georges, ça a été un mot un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, il y a une histoire que je ne résiste pas de ne pas raconter, mais certainement, vous, madame, vous le ferez mieux que moi. Mais au Portugal, il n'avait que les chefs de famille qui pouvaient voter. Et ils ne pouvaient pas être analphabètes. Évidemment, la plupart des analphabètes à cette époque-là, c'était des femmes. Et il y a une femme, médecin, veuve, qui a découvert dans la loi qu'elle pourrait voter, puisqu'elle était chef de famille. Et donc, à partir de là, on a changé un peu cette législation et on a dit plus chef de famille, mais des gens qui n'étaient pas analphabètes. Et plutôt, après, avec le 25 avril, les femmes ont eu le droit de voter sans analphabète ou pas. Elles pouvaient voter. Et ça, c'est une des conquêtes du 25 avril, le 25 avril, qu'on fête mercredi les 50 ans. Et je vous invite à venir pour écouter comment on raconte, comment on parle du 25 avril. Mais ça, c'était donc une entrée qui n'a pas à voir avec cette conférence, mais aussi parce que les conquêtes des femmes démontrent aussi l'évolution de la démocratie. Et c'est souvent les partis d'extrême droite qui s'attaquent souvent à des droits des femmes. Alors, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Catherine Troutman, que vous connaissez très bien. Catherine Troutman qui a été maire de cette ville, elle a été ministre de la Culture, mais elle a été surtout, je crois, la première personne qui a organisé la plus grande manifestation contre l'extrême droite pendant le mois d'avril à Pâques. Je ne sais pas si à cette époque-là, c'était avril ou mars. De 1997, c'était une des plus grandes manifestations. Et d'ailleurs, on disait à la reine Catherine parce que ça a été un moment extrêmement important. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle soit ici aujourd'hui pour nous expliquer comment on lutte contre ces mouvements si extrémistes qui sont en train de gagner du terrain. Les élections au Portugal, qui était un des pays qui était protégé de l'extrême droite, aux dernières élections, ils ont élu 50 députés. Alors, c'est le 50e anniversaire et on le fête avec 50 fascistes à l'Assemblée de la République. Et ça, c'est un moment qui, pour nous, qui avons vécu en dictature, est un moment extrêmement dur. J'ai aussi avec moi Lydia Georges, qui est une grande écrivaine portugaise, mais aussi une femme de gauche qui a lutté aussi pour la liberté au Portugal contre le régime fasciste qui opprimait, et surtout les gens qui écrivaient, les gens de la culture aussi. Et elle a publié un livre magnifique que je vous conseille, qui s'appelle Misericordia. C'est un livre que sa mère lui a demandé d'écrire. Elle a été dans une maison de retraite, dans un EHPAD, et elle lui a demandé d'écrire la vie de l'EHPAD. C'est un livre émouvant, drôle aussi. On a d'ailleurs fait des lectures avec l'ambassadeur du Portugal auprès du Conseil de l'Europe, qui est ici ainsi à la place Cléber vendredi, en portugais et en français. Le livre est sorti en français avec le même nom. Et je vous conseille de le lire parce que c'est effectivement un livre extrêmement important. Et puis nous avons aussi une prof de Sciences Po, Birta Mola, qui est une prof et un membre important de notre association, qui elle est prof à Sciences Po, mais elle se pose aussi des questions comme l'euroscepticisme, donc elle va nous parler un peu de ça et aussi de ces mouvements.
Donc, comme je le disais, ces mouvements extrémistes ils gagnent un peu de place pour toute l'Europe et même dans des pays qui étaient fondateurs de l'Union européenne et qu'on ne s'attendait pas à ça. Et selon les sondages récents qui sortent, l'extrême droite pourrait être la troisième force au Parlement européen après les libéraux. Et ça va un peu déstabiliser toute la construction européenne, mais je pense que les députés européens, et Catherine aussi, qui a été députée européenne, va un peu mieux expliquer ça, mais ça peut déstabiliser complètement le Parlement européen, et ça veut dire aussi faire marche arrière sur certaines législations, notamment la question de l'écologie, qui est très importante, les questions sociales, et ça c'est un moment important, et donc le 9 juin, s'il vous plaît, allez voter, amenez des gens à voter. Il faut voter pour les partis qui ne veulent pas l'Europe et qui veulent détruire l'Europe. Et ce qui est le plus difficile peut-être à gérer, c'est qu'avant, Marine Le Pen disait il faut quitter l'Europe, il faut quitter la monnaie unique. Et aujourd'hui, son discours est différent. Il faut y rester pour la détruire. Et je te passe la parole tout de suite, Catherine, pour nous dire qu'est-ce qu'on fait et comment on lutte contre ça. Attendons s'il sera prêt, il est au téléphone. Non, il sera prêt. Les femmes d'abord, ladies first. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre le micro. Merci beaucoup à toi, Maria Fernanda, et merci à la MESA d'organiser cette rencontre qui va être un temps de débat et évidemment aussi un temps de réflexion en commun pour peut-être échanger aussi à la fois les analyses et les arguments. Où va l'Europe? C'est le thème de cette soirée. Et c'est intéressant parce que nous avons toutes les personnes qui participent à la présentation au fond de ce thème. Nous avons des itinéraires différents. Nous avons longtemps été ensemble avec Carlos Coelho au Parlement européen, dans des groupes différents, mais en même temps avec cette confraternité parlementaire qui fait que ceux qui veulent que l'Europe avance savent travailler ensemble, savent discuter, négocier et faire avancer les sujets. Et puis bien sûr, j'ai aussi le plaisir d'être avec Birte que j'ai connue dans d'autres fonctions il y a un certain temps. Et puis un honneur d'être aux côtés de Lydia Georges et d'avoir en face de moi un ministre de la Culture portugais, voilà, qui comme moi l'a été, mais on le reste un peu. Voilà. Et monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous saluer très, très amicalement. La montée des partis d'extrême droite, un enjeu politique pour les élections européennes et pour l'avenir de l'Union, voilà comment j'ai enclenché ma réflexion. Tous les récents sondages, tu l'as dit, Maria Fernanda, s'accordent à constater une forte poussée des partis d'extrême droite aux prochaines élections européennes, mais il ne suffit pas de le déplorer, il faut se donner les moyens de comprendre ce phénomène pour mieux le contrecarrer. J'ai particulièrement observé les résultats du sondage publié par Euronews fin mars, portant sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, sur la base de 26 000 entretiens, dont 10 000 ont concerné les 6 pays fondateurs. C'est dire si ce sondage est fiable. Le constat est redoutable. Le soutien aux partis d'extrême droite ne cesse de croître dans ces pays qui constituent le noyau dur historique et politique de l'Union européenne. Ce sont eux, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg, qui ont créé les communautés européennes et donné corps à la solidarité économique et la coopération politique de l'Union. Les frères d'Italie de Giorgia Meloni pourraient passer de 7 à 23 sièges. 3 partis affiliés au groupe parlementaire d'extrême droite, Identité et Démocratie, sont en tête dans 3 de ces pays, la France, les Pays-Bas et la Belgique. Pour la France, les résultats des récents sondages qui placent le RN en tête devant Renaissance, avec un pronostic autour de 30% et 28 sièges, semblent se confirmer avec un parti présidentiel qui, à ce jour, est aussi grignoté par la liste conduite par Raphaël Glucksmann. Ce qui est important à relever, c'est que, selon ces prévisions,
Si le groupe PPE est encore le premier à relever, le premier groupe du Parlement européen, pardon, le groupe ID, Identité et démocratie, l'extrême droite, est le second et augmentera donc son influence, même s'il ne peut constituer une alliance qui le rendrait majoritaire. Mais, à voir. Cet électorat semble se cristalliser sur les questions d'immigration et de sécurité et attribue principalement à l'Union européenne la responsabilité des problèmes rencontrés. C'est en tout cas ce que pensent 62% des Français sondés. La conséquence est que pour ces pays, la lutte contre l'immigration clandestine devrait être une priorité. Aux Pays-Bas, 70%, en Allemagne, 65%, la Belgique, 62%, la France, 59% et l'Italie, 54%. Une caractéristique qui ressort de ce sondage est que les Européens sont de plus en plus critiques et sceptiques sur la capacité des partis traditionnels à régler les problèmes. Cela est particulièrement visible en France, avec la contre-performance, pour l'instant, de la liste Renew, et en Allemagne, avec l'érosion des scores des partis au pouvoir, les socialistes, les SPD et les Verts. Les partis d'extrême droite ont également gagné des scrutins nationaux en Italie et aux Pays-Bas, ou locaux. Le processus de banalisation se poursuit, accentué en France par l'effet de la stratégie présidentielle de polarisation des extrêmes, RN d'un côté, LFI de l'autre, qui, au lieu de les fragiliser, les a davantage mis en avant. Et ils tirent parti de leur nombre à l'Assemblée nationale. Mais il faut constater que la montée de l'extrême droite est liée à celle de l'euroscepticisme. Nous l'avons constaté avec le Brexit, mais il faut s'inquiéter de voir qu'en France, la proportion d'eurosceptiques est la plus élevée de tous ces pays. Et l'un nourrit l'autre. Si l'extrême droite et les partis anti-européens prennent de l'importance et de l'influence, la proportion d'eurosceptiques s'accroît. Et ça nourrit les scores. On est dans une sorte de cercle vicieux. Est-ce que l'adoption du paquet immigration, il y a quelques jours au Parlement européen, sera de nature à apporter une réponse efficace électoralement? J'en doute. Car il vient bien tard, et comme la loi immigration en France, il est clivant, et ses effets ne seront pas constatés avant un moment, même si la Commission annonce une rapidité de mise en œuvre. La difficulté est que sur les questions d'immigration et de sécurité, il est aisé d'entretenir les peurs par le fait que la guerre en Ukraine, le conflit entre Israël et Gaza, rendent plus proches les risques de terrorisme et de conséquences sociales négatives. Nous l'avons vu avec l'inflation et les coûts de l'énergie. On se souvient que c'est l'augmentation du prix des carburants qui a provoqué la mobilisation des bonnets rouges et gilets jaunes. L'extrême droite a littéralement surfé sur ces luttes. D'autres facteurs s'ajoutent au conflit et au risque d'embrasement en Europe et au Proche-Orient que craignent beaucoup d'Européens, comme l'impossibilité pour nos gouvernements de procéder à une transition écologique et sociale comprise et acceptable en choisissant au contraire la voie de l'injonction, voire de l'autorité. Dans un sens, pour appliquer des mesures favorables au climat, ou dans l'autre sens, pour affirmer un climato-scepticisme. D'autre part, le désenchantement démocratique entraîne un retrait civique avec une abstention grandissante aux différents scrutins. Les deux exemples les plus parlants en France sont la réforme des retraites et la Convention citoyenne pour le climat, pour laquelle le président avait pris l'engagement de reprendre sans modification les propositions qui sortiraient des travaux des 150, quand en fait, il n'en est resté que 10. Et en plus, modifié. Le décrochage démocratique des citoyens ne peut que renforcer le doute, la perte de confiance et la crainte d'aller vers plus d'inégalités. Il suffit de voir sur quel terrain et sur quel thème s'exprime le Rassemblement national. Il est devenu le champion de la défense sociale des plus faibles et le champion de la défense des droits et libertés, mais à l'en croire seulement. Quelle peut être, dans ce cas, la riposte politique? Il est intéressant de remarquer que la stratégie du RN de conquête électorale de nouveaux électeurs
se porte sur la génération des boomers, celle des 65 ans et plus, qui a toujours manifesté des réticences à faire le pas du vote FN dans le passé et qui garde un réflexe de résistance et de refus au nom de valeurs qui les opposent radicalement à l'ancien parti comme à son successeur. Cela rassérène un peu sur les faits des luttes passées. En tout cas, moi, ça m'a un peu soulagé de me dire que de se mobiliser, tu as fait référence à cette grande manifestation. Parfois, certains ont dit oui, mais ça sert à quoi une manifestation, ça ne dure pas. Ça a permis quand même de montrer que la démocratie était dans cet espace public partagé par les citoyens et que nous souhaitions opposer une réponse démocratique à des thèses et des prises de position politiques populistes. Ainsi, le combat politique sans concession, mené dans la fin des années 90 et le début des années 2000, a généré un effet sur la durée, même s'il n'a pas été suffisant pour le réduire totalement. Ce sont aussi les électeurs qui votent le plus. Les conquérir avant le scrutin présidentiel de 2027 est donc un enjeu. Cette résistance avait été qualifiée par l'un de leurs mentors, M. Buisson, comme un plafond béton armé. Mais dans ce contexte actuel, le béton pourrait bien s'effriter. Je suis particulièrement interpellé par le fait que l'on constate une croissance de l'électorat jeune du RN et féminin, résultat conjoint du rajeunissement des cadres de ce parti, de son leader, femme, Marine Le Pen, et de la stratégie d'apparente normalisation qu'elle a développée dans ses campagnes présidentielles. Il est donc urgent d'apporter une réponse politique et non pas d'aller sur le même terrain que lui, de raviver le sens politique de l'Union et surtout de poser clairement les termes du choix que ces élections entraînent. Cette clarification est d'autant plus nécessaire que la gouvernance européenne a fait preuve d'un laxisme coupable avec des dirigeants populistes comme Viktor Orban ou Robert Fico. D'abord, choisir son camp, celui de l'Europe ou celui de l'alignement à la Russie. La question n'est pas rhétorique. Elle est très sérieuse et elle vaut en France pour les deux extrémités radicales de l'échiquier politique. À mon sens, les partis qui s'opposent à l'Union européenne dans son essence même, à savoir qu'elle s'est constituée sur l'abandon du désir d'empire pour éviter la guerre et consolider la paix, par un espace économique et démocratique commun, par l'état de droit intégrant les droits fondamentaux et la coopération, par la recherche d'équilibre entre territoires, par une politique de solidarité régionale, sont disqualifiés pour diriger et orienter un tel ensemble. Car aujourd'hui, l'Europe a besoin d'être renforcée et non d'être une addition de faiblesse. Comment avoir le souhait de l'Europe qu'il décrit en perpétuel échec et dans la fragilité qui l'empêche d'affirmer sa souveraineté face aux autres puissances du monde? Parce que c'est ça, la description qu'ils en donnent. Cette vision mensongère a un but, fragiliser l'Europe, ce qui fait l'affaire des partis nationalistes et rencontre l'intérêt de la Russie. Car qui ne souhaite pas la puissance de l'Europe souhaite son affaiblissement et sa dépendance à d'autres puissances. Choisir, c'est opter pour le camp de la démocratie ou pour laisser des régimes de plus en plus autoritaires prospérer avec le soutien de la Russie en Europe. Il faut savoir ce qu'on perd avec leur influence. Leur succès, c'est le ralentissement, voire le blocage des politiques qui nous sont nécessaires pour, d'une part, réussir la transition écologique, car nous avons besoin d'un cadre et d'un cap à la bonne échelle des politiques à mener. L'enjeu climatique ne s'arrête pas aux frontières. L'entrave au droit à la mobilité des personnes et des biens, qui constitue la base de notre stabilité économique et garantit à tout citoyen de pouvoir bénéficier, comme les étudiants Erasmus par exemple, de ce que l'Europe offre, une protection et des services de qualité, des politiques structurantes au long cours, comme la politique régionale, celle des infrastructures de transport et d'énergie, mais il s'agit aussi de la protection de nos droits et libertés en matière numérique et d'intelligence artificielle, la prochaine révolution technologique qui nous déstabilisera bien. La pratique d'un protectionnisme agressif d'un côté, comme d'un libéralisme destructeur de l'autre,
ne pourront nous permettre de nous redresser ni sur le plan financier, ni sur le plan social. Il faut connaître le risque que l'on prend à les voir trop nombreux au Parlement européen. Céder à leur volonté de revenir à des frontières nationales, physiques ou mentales, avec une vision racisée de l'identité, une politique de refus de l'immigration plutôt que de maîtrise de l'immigration, le retour des murs qui feraient voler en éclats, là où la guerre ne le nécessite pas, toute intensification des coopérations transfrontalières qui sont une force et un élément de stabilité pour l'Europe. C'est précisément quand nous sommes défiés à nos frontières extérieures que nous devons solidifier notre territoire intérieur de l'Union et que nous devons renforcer notre politique de défense et de sécurité commune. Nous le devons pour notre sécurité et pour celle de nos voisins. Ne répondons pas par le repli national et une tolérance coupable vis-à-vis de la Russie dont son dirigeant rêve de recréer l'empire passé, celui de la Grande Russie, et qui n'a de cesse que de progresser le plus loin possible en profitant des faiblesses de l'Union. Oui, il y a d'autres risques d'agression. Mieux vaut les prévenir. Faire vivre la démocratie, exiger une gouvernance claire, équitable et transparente, c'est la condition d'une politique comprise, débattue et validée. Nous vivons sous le règne de l'injonction de la dictature de l'urgence qui est invoquée à tout bout de champ. Je ne sais pas ce qu'il emporte dans l'entretien de la peur dans notre société entre le risque de guerre et l'éco-anxiété, sinon que les deux ont un effet cumulatif. Ce qui est sûr est que l'on doit sérieusement prendre au sérieux le besoin d'écoute et de respect des gens. La démocratie participative a montré ses limites quand elle sert l'intérêt des élus, des gouvernants ou des institutions, en ayant promis le contraire. Nous sommes dans une tension proche de la colère. Il faut replacer le citoyen dans une chaîne de décision claire et non se cacher sempiternellement derrière les décisions que l'Union européenne imposerait. Car alors, comment serait-il possible de prétendre que l'on peut en changer le cours? Je préconise que l'on puisse avoir recours plus souvent au plan national ou européen à une forme de démocratie délibérative qui associe les citoyens au processus de décision et pas simplement au système de la pétition. Je crois aussi que la négociation est indispensable et pas seulement le compromis. L'exercice de la coopération politique a besoin de lieux et d'occasions plus informels et de développer des liens directs, humains, entre les décideurs, comme c'est le cas dans la méthode du triangle de Weimar. Un forum de débat et de décision partagée, tout informel qu'il soit. Car c'est la volonté de discuter et d'aboutir et le sens commun des responsabilités. Je déclenche le sens commun des responsabilités qui en sont le moteur, comme l'amitié franco-allemande a pu le démontrer et doit l'entretenir encore. Et cette négociation doit se faire avec un degré de transparence prévu et réel, et non pas être conduite dans le secret des trilogues. Il y a beaucoup de progrès à faire. Je vais conclure. Nous devons retrouver la perspective historique passée et future, donc nous affranchir de l'urgence. Je crois qu'il faut nous souvenir qu'il n'y a pas eu que les guerres qui ont été à l'origine du projet européen. Il y a les soulèvements qui ont permis de conquérir des droits, comme celui de ce qu'on appelle la révolution des œillets, précédée par la révolution hongroise en 1956, le printemps de Prague, et suivi par la grève des chantiers navals de Gdansk. La perspective future passe par la paix en Ukraine et notre solidarité sans faille pour y parvenir. Sachons montrer comment, en soutenant ce pays par les armes, par la solidarité économique et culturelle, nous défendons par la même occasion une part de nous-mêmes et de notre histoire, et mesurons combien, en étant impliqués dans la reconstruction, nous bénéficierons aussi de la paix retrouvée. L'Europe doit rester une responsabilité partagée entre nos États et nos peuples. Elle doit être l'œuvre politique qui résulte de notre exigence et de notre implication de citoyens. C'est la raison pour laquelle je dis donc l'Europe dépend dans son avenir de notre décision ou pas d'aller voter. Très bien. Merci.
je pense, les élections les plus importantes des dernières décennies. Je n'avais pas vu Carlos Coelho, mais il était au téléphone, donc je le laissais. Carlos Coelho étant, je dirais, un des plus grands eurodéputés portugais. Il a eu 2 commissions d'enquête au Parlement européen, je ne sais pas si peut-être on a encore dans tout le temps. Les commissions d'enquête ont choisi un député. Ce n'est pas en fonction du parti politique. Carlos Coelho a été choisi 2 fois. Un pour faire une enquête sur le transport des réfugiés fait par la CIA, des prisonniers de la CIA pour Guantanamo. Et ces avions s'arrêtaient en Europe sans aucun droit, aucune vigilance, aucune information. Ils s'arrêtaient dans plusieurs pays, en Pologne, mais aussi à Madère, dans une île portugaise. Et Carlos Coelho a fait un excellent rapport, difficile, parce qu'il avait été interdit sa commission d'aller aux États-Unis, de rentrer. C'était une personne non grata. Après, le Parlement européen lui a redemandé de faire aussi une deuxième, ils ont fait une nouvelle commission d'enquête spéciale, et échelon, et ça c'était sur l'espionnage américain en Europe à travers la Grande-Bretagne. Et aussi, ça a été une réussite, et je voulais aussi parler de ça parce que c'est très important que les députés quand ils sont choisis pour faire ce genre de travail d'investigation. Au Portugal, il fait un travail extraordinaire et qui est très important en ce moment, qui est l'Université d'été des jeunes. Il organise ça. Il est un homme, je dirais, du centre droit, beaucoup plus au centre, je dirais, mais peut-être à droite. Ça se fait. Et il invite des gens de tous les partis politiques à venir dans son université, qui est l'université du Parti populaire européen du centre. Et ça démontre l'ouverture d'esprit de ce député. Et je voulais, puisqu'il a travaillé avec les jeunes, puisqu'il est en train d'organiser aussi l'université d'été au Portugal, car Catherine vient de le dire, c'est les jeunes et les femmes qui sont les plus attirés par l'extrême droite. Comment on peut changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour ramener les jeunes dans cette situation? Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait? Et qu'est-ce que l'Europe n'a pas fait? Alors, bonjour, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur les Ambassadeurs. Merci à Fernanda de m'avoir invité pour être avec vous, pour parler dans une réflexion très opportune. Il y a un vrai problème avec la montée de l'extrême droite en Europe. Et je vous parle comme portugais. Au Portugal, il n'y avait pas d'extrême droite dans le Parlement national. Et dans les 3 dernières années, on a changé une situation avec un député du parti d'extrême droite pour 12 députés dans l'élection suivante, et maintenant ils ont 50. En 12-50, en 3 années. Il n'y a pas aucun autre pays d'Europe une montée si grippante, si énervante comme celui-ci. Fernanda et Catherine Trautmann, on a déjà fait référence aux prévisions pour les élections européennes. Les prévisions pour les élections européennes nous disent 3 choses. Première chose, que ce sont des partis radicaux, les radicaux à droite et les radicaux à gauche, qui vont monter. Et ce sont les partis, ce qu'on appelle mainstream, les partis du système, les socialistes, les libéraux, les PPE, qui vont voir ces membres réduire.
La deuxième chose que nous savons, c'est que les trois principaux partis européens aujourd'hui, à savoir le PPE, les socialistes et les libéraux, ensemble, vont probablement avoir la majorité des sièges très courte. Ils peuvent même perdre cette majorité. Et nous savons une troisième chose. Comme probablement vous saviez, il y a deux partis d'extrême droite, deux groupes politiques au Parlement européen. Le groupe ID, où est Marine Le Pen, au siège du parti de Marine Le Pen. Marine Le Pen, ce n'est pas membre du Parlement européen aujourd'hui. Et le ERC, c'est le parti où est la Première ministre d'Italie, Meloni, et le parti Vox d'Espagne. Il y a des gens qui veulent faire la fusion de ces deux partis d'extrême droite, ces deux grandes familles d'extrême droite. Et les prévisions disent que si les deux formations d'extrême droite sont conjointes, ils peuvent être la principale famille politique dans le prochain Parlement européen, avec le plus nombreux numéro de députés que la famille socialiste ou que la famille du PPE. Alors, nous ne sommes pas en train de parler sur des associations minoritaires. Nous sommes en train de parler des groupes politiques qui peuvent avoir un rôle très important dans le prochain Parlement. Comme vous savez aussi, le Parlement européen n'est pas une chambre de décision législative tout seul. Les lois européennes sont votées en accord entre le Parlement et le Conseil. Et le Conseil, c'est le conjoint de l'ensemble des gouvernements nationaux. Normalement, le Conseil, c'est plus conservateur, si nous voulons, et le Parlement, c'est plus progressiste. Et je ne parle pas de gauche-droite, je parle des causes. Par exemple, dans l'environnement, c'est plus facile de voir dans le Parlement en approche proactive et dans le Conseil la prudence en disant alors on va voir quels sont les intérêts touchés, etc. Alors, si la majorité dans le Parlement européen change trop, cet équilibre entre les chambres législatives du Parlement et du Conseil ne vont pas marcher dans l'avenir. Parce qu'on va avoir des forces qui vont bloquer le processus législatif, pas seulement au Conseil, mais aussi au Parlement. Alors, je sais, pour parler franchement, qu'il y a des explications évidentes dans le montée d'extrême droite. Il y a l'argent russe, nous le savons, Catherine a parlé sur ça. Il y a des campagnes de désinformation, des fake news. Il y a les réseaux sociaux qui maintenant sont en champ ouvert aux insultes et à la désinformation. Il y a tout ça. Mais on doit parler franchement. Il y a la fatigue des partis politiques traditionnels. Il y a des gens qui se méfient de la démocratie. Il y a des gens qui se méfient des partis politiques. Chacun a son exemple. Je suis particulièrement touché parce que c'est ce qui s'est passé en Espagne. En Espagne, il y avait beaucoup de scandales sur l'honnêteté, merci, des gens des partis du système. À l'époque, le PP espagnol, les socialistes et aussi les communistes, les commissions ouvrières. Et deux partis nouveaux ont apparu. À droite, les Ciudadanos, les citoyens, et à gauche, le Podemos, une force à la gauche du Parti socialiste. Maintenant, ce n'est pas la même situation. Mais pendant beaucoup des années, tout le monde envisageait que les nouveaux partis pourraient être les nouveaux partis et faire disparaître les anciens partis.
en France, vous savez très bien qu'est-ce qui s'est passé avec les partis plus connus, le Parti socialiste et le parti de Chirac, le républicain maintenant, avec l'émergence d'autres partis. Il y a la fatigue des partis traditionnels. Il faut répondre à cette question. Pourquoi? Pourquoi les gens ne croient pas dans les leaders des partis traditionnels? Il y a une autre chose, c'est la complexité du processus de décision. Quand Catherine Trautmann a été maire de Strasbourg, c'était très facile de dire je suis d'accord avec elle ou je suis complètement contre une décision. C'est les décisions de Catherine. On peut faire ça avec le Premier ministre de quel pays ou même avec le président. On est d'accord ou est contre. Mais comment est-ce qu'on fait ça sur l'Europe? C'est la codécision. Ce sont 27 ministres. Ce sont 705, et dans la prochaine élection, 720 membres du Parlement. C'est plus difficile d'avoir, dans la perception de l'opinion publique, des responsables pour une décision. Qui prend les décisions? C'est le système. Ce n'est pas une personne, c'est le système. Et les gens se méfient du système, comme se méfient des organisations. C'est très facile de faire un discours ignorant, disant ce sont des mafias dans l'ONU, dans les gouvernements, dans le Parlement européen, dans l'Europe. Pas l'Europe des rêves, pas l'Europe d'espoir, pas l'Europe du projet. L'Europe des institutions et des gens qui travaillent au dehors des institutions et qui font des coalitions. C'est très facile de faire ce discours dans les réseaux sociaux. Et maintenant, j'ai la sensation que les gens ne sont pas prêts à échanger des arguments. Ils veulent entendre des insultes. Ce n'est pas si important, mon avis. Ce sont mes préjugés. Ce n'est pas important la réflexion. Ce qu'importe, c'est faire du bruit. C'est crier et pas débattre. Il y a aujourd'hui, dans la perception de la participation civique en société, l'idée que faire le bruit, c'est le plus sincère. Et si je fais un discours modéré, si j'appelle la réflexion au compromis, je suis quelqu'un qui fait le jeu de la politique. Un politique professionnel, pas en quelqu'un qui parle avec son cœur. La perception du mensonge, que Catherine a parlé aussi, c'est maintenant dans la... Alors, pour finir, je crois que nous vivons des temps difficiles, mais que la façon de faire, c'est participer au nom des valeurs. Ce qui s'est passé la semaine dernière en Belgique, c'était la réponse erronée. Un maire socialiste a essayé d'envoyer la police pour fermer une réunion d'extrême droite. Une réunion où on était des ambassadeurs, un Premier ministre, Orban, des ministres de quelques pays, etc. La réunion était à 500 mètres du Parlement européen à Bruxelles. J'étais à Bruxelles. Je ne savais pas que la réunion s'était programmée. C'était un happening d'extrême droite. Mais pas aucune information spéciale. Tout le monde a reçu l'information de cette réunion. Pourquoi? Parce qu'un maire socialiste a envoyé la police pour fermer les portes et pour empêcher le débat. Répondre avec ces mécanismes d'exclusion, ce n'est pas la réponse correcte. Il permet à l'extrême droite de se victimiser. C'est incroyable, l'extrême droite en disant « nous sommes pour la liberté d'opinion, nous sommes pour la liberté de réunion ». C'est le système qui veut nous toucher, qui veut nous opprimer
qui veulent nous empêcher de faire notre débat. Alors, la réponse, ce n'est pas sécuritaire, la réponse est culturelle, c'est le débat, c'est l'intelligence et c'est la capacité d'expliquer les choses. Un rôle pour les journalistes, Fernanda, un rôle pour les écoles, pour l'éducation, mais un rôle pour tous les citoyens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, car c'est vrai que ce n'est pas facile de faire face à l'extrême droite, mais il faut dire aussi que le Parlement européen, peut-être les États membres ont souvent dit que la faute c'était à l'Europe quand il y avait des problèmes, et souvent aussi l'Europe a eu un comportement, et nous le connaissons au Portugal pendant la troïka, pendant la crise économique, comment les Portugais ont vu les salaires baisser à cause des décisions de l'Union européenne. Les pauvres Grecs aussi, donc aussi l'Europe, et vous avez parlé, et tu as parlé de la question de la Russie, Catherine aussi. Le problème, c'est que la Russie, visiblement, elle continue à l'intérieur, avec en payant des députés européens, à donner une image de l'Europe aussi, facilement, en payant des gens. Et ça, il faut aussi faire attention aussi au travail qui est fait aussi de destruction. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a 161 milliards d'euros que les Américains vont donner à l'Ukraine, et ça, c'est une excellente décision parce qu'il faut aider l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est finalement nous aider à nous-mêmes. Lydia Georges, vous écrivant, tu publies toutes les semaines dans le journal espagnol El País en Afrique une réflexion un peu sur l'Europe, sur la vie. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire pour changer et pour qu'on n'aille pas contre l'extrême droite? Si je le savais, ça serait bon. Si quelqu'un savait, parce qu'il y a le rythme. Il y a le rythme rapide, tellement rapide de toute cette stratégie qui détruit tout devant, parce que c'est notre tentative de continuer un discours rationnel contre un discours absolument irrationnel. Ce sont deux mouvements avec des rythmes complètement différents. C'est pour ça qu'on parle d'un désastre. Ce qu'on est en train de parler, c'est un désastre on est devant ce désastre. Et évidemment que je crois que les causes de tout ça ont été déjà bien dites, je crois. Les réponses sont très difficiles. Je voudrais dire que dernièrement, les dernières semaines, les journalistes qui vont au Portugal nous posent, les journalistes étrangers nous posent la question. Comment c'est possible un pays qui a eu une révolution 50 ans avant, une révolution, on ne va pas dire exemplaire, pourtant sans effusion de sang, qui est la première révolution qui a changé un régime sans effusion de sang, qui est le premier, comme le dit Samuel Huntington, le premier de 60 changements de régime sans effusion de sang. Alors, ce pays qui, du point de vue de ce type de changement, a été une espèce de précurseur de la démocratisation des sociétés, comment c'est possible que 50 ans après, on est devant cette montée? Et on prend le Portugal comme une espèce de symbole, de métaphore de ce qui est en train de se passer en Europe. Évidemment, la cause, à mon avis, la principale cause au Portugal, je crois que c'est la pauvreté qui reste là. Il faut la pauvreté. Je crois qu'il faut penser aux conditions économiques d'abord. Parce que je crois, je ne sais pas, je ne suis pas une analyste, je ne suis pas une politique, je vais peut-être
dire des erreurs, mais c'est mon interprétation que le XXe siècle a eu trois utopies, a vécu sur trois utopies. L'utopie fasciste qui a été une utopie pour ceux qui croyaient au fascisme. Excusez-moi. Je crois que le XXe siècle a eu trois utopies. Le fascisme était une utopie pour ceux qui croyaient au fascisme. Le communisme était aussi une utopie. Et devant cette utopie, il y a une autre utopie, ce sont les utopies des démocraties libérales. Et les démocraties libérales, avec la liberté, tout ce que nous savons, c'est notre utopie, l'utopie du splendeur. Pourtant, les utopies ont ces utopies, notre utopie, la libérale, l'utopie de la liberté, de la démocratie, est en train d'échouer, je crois, et est en train d'échouer à cause de la question économique. C'est impossible de ne pas penser à ce scandale qui sont les pays avec des pauvres et des situations tellement contrastives entre ceux qui ne voient pas pendant des années l'amélioration de leur situation économique, au même temps qu'on voit les autres, toute une couche qui s'embasse, qui certaine façon se moque des revendications. Et je crois que le Portugal, évidemment, je connais un peu la France et les autres pays d'Europe, mais je crois que ce problème ne doit pas être dépassé. C'est une question de partage de la richesse. Il y a ceux qui travaillent et qui ne gagnent pas. Il y a les autres qui travaillent aussi. Je crois qu'il y a même ceux qui presque ne dorment pas pour travailler. Mais ils représentent les riches, ceux qui sont allés aux universités, qui ont un statut, ils sont sur la télévision chaque jour. Il y a toutes ces personnes, et ces personnes souvent semblent être mélangées avec des situations complètement étranges. Là, des affaires horribles que l'on sait parfois 3 ou 4 années après les politiques sortir de ces mandats. Je crois que je suis en train de dire quelque chose très semblable à ce que ces personnes qui suivent l'extrême droite disent. Je crois que ce que je viens de dire, c'est presque un discours populiste. Mais c'est le discours que les gens sentent dans leur peau. Et il faut le savoir, il faut le dire, évidemment. Il y a alors les réseaux, évidemment les réseaux sociaux, et tout ce qui se passe autour, c'est la rage et c'est la haine qui est exploitée, évidemment, par une liberté d'expression sans bornes et sans limites, mais ça repose sur ce problème. Pourtant, je veux dire une chose. La dernière chronique que j'ai publiée, je termine par une expression. C'est qu'à Lisbonne, il y a un exorcisme contre ça. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un exorcisme contre ça. Pendant les années, on a eu une révolution. Vous savez qu'il y a des symboles, cette révolution, c'est enneigné, c'est une chanson merveilleuse qui avait été enregistrée comme pour reproduire les pas lents des travailleurs de la campagne qui, quand ils revenaient pendant la nuit, ils s'embrassaient et ils chantaient et les pas étaient très lents du travail. Maintenant, on sait parce que les chanteurs ont dit qu'ils ont enregistré cette chanson au nord de Paris et qu'ils partent avec des pas très lents.
Pourtant, par une erreur d'enregistrement, les pas sont rapides. Et sont devenus des pas héroïques, des pas de conquête. Et ce sont ces pas qui, à la nuit du 24 avril, il y a 5 ans, qui ont changé tout. Et moi, j'espère une erreur, une bonne erreur pour transformer les choses. J'espère. J'ai l'espoir de quelque chose puisse arriver vraiment. Et ce n'est pas seulement la poésie que je suis en train de dire, il faut le dire. Parce que ce qui se passe aussi au Portugal et peut peut-être donner un peu d'espoir, c'est que pendant les années 90, les gens au Portugal ne voulaient pas mettre la fleur sur la patrie. On disait que ça, c'était des marxistes, des personnes qui ont le souvenir du moment des utopies, etc., etc. Alors, je pense que Karl Schwed se souvient bien de cette époque-là, où notre Parlement se présentait le 25 avril et il y avait presque de fleurs rouges. Personne, les gens ne voulaient pas, les présidents, ils ne voulaient pas mettre les fleurs rouges. C'était une époque très intéressante. C'était une époque où vraiment le Portugal s'est développé un peu trop non, bien, beaucoup. C'est mon français qui ne va pas, qui ne marche pas parfois. Parfois ou toujours, je ne sais pas. Excusez-moi. Mais c'était l'époque après la chute du mur de Berlin, quand on pensait que l'histoire était finie, n'est-ce pas? On pensait qu'on pourrait être nomade autour du monde avec seulement une carte bancaire, qu'il n'y avait pas de frontières, que l'histoire était terminée parce que c'était la paix perpétuelle de Kant qui viendrait. Enfin, et on pensait aussi que les objets avaient une âme et qu'en échangeant les objets, les choses matérielles, que les pays seraient amis. Et c'était une utopie matérialiste. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous voyons le résultat de cette utopie. C'était une utopie qui était fausse, évidemment. Portugal, à cette époque-là, voulait être, amélioré. C'était l'époque de Reagan, c'était après l'époque de Madame Thatcher. Et on croyait, et nous croyons que c'était comme ça, on devrait parler de la construction, pas des utopies. Au Portugal, on disait, la révolution, c'était une utopie, ça n'a pas servi à rien. S'il n'y avait pas eu une révolution, on aurait eu simplement une évolution. Ça veut dire, les idées, l'utopie, étaient complètement déqualifiées. Ce n'est pas déqualifié, c'est ça. Et ce temps, pourtant, est passé. Au fur et à mesure qu'on voit que les démocraties sont supérieures, le Portugal a commencé à fêter de nouveau le 25 avril. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer au Portugal est émouvant, je peux vous dire, et si vous ne croyez pas, allez-y voir ce qui se passe. C'est vrai, c'est qu'au moment où l'extrême droite a 20% de poids, on voit dans cette révolution une espèce d'accueil. Et partout, je n'ai jamais vu autant de livres, autant de pièces de théâtre, autant de films. Les jeunes, les petites filles, les jeunes gens, depuis les écoles primaires jusqu'aux universités, on est complètement fait tant ça pour dire nous voulons la démocratie. Nous voulons la démocratie. Et c'est vrai que le Portugal aujourd'hui, à ce moment-là, il y a 20 visiteurs et journalistes qui sont en train de comprendre ce cas d'étude. Évidemment,
évidemment que nous savons aussi qu'il aura une montée. On connaît les noms de l'extrême droite, de personnes qui vont être élues pour l'extrême droite. Et on sait qu'ils sont meilleurs que les autres personnes, que les autres candidats. Je veux ajouter, il y a même des criminels là. Oui, personne ne les dit pas. Personne ne les dit pas. Et ça, des voleurs. Et ça, pour moi, c'est ce qui me rend complètement stupéfaite. C'est que les journaux ne parlent pas des problèmes de ces personnes-là. Il y a 50 personnes qui sont assises. Personne ne va pas sur leur vie. Pourtant, le Premier ministre qui vient d'assommer quelques jours avant, sa vie est absolument poursuivie, complètement. Alors, il y a une chose incroyable, c'est que les démocraties vivent surtout sur l'admiration mutuelle des gens. Les gens se disent, je vous admire, vous êtes maintenant élu parce que nous admirons. Dans les universités, dans toutes les institutions, l'admiration des gens, croire aux autres, admirer les autres, dire que les autres sont bons, sont des gens, des personnes qui méritent notre admiration, sont les piliers des démocraties. Ce que l'on est en train de faire, c'est de démolir, d'abattre complètement la personnalité de tous ceux qui sont au pouvoir. On abat complètement, évidemment, ça c'est le champ idéal pour l'extrême droite. À ce moment au Portugal, il se passe quelque chose d'extrêmement grave. C'est qu'il y avait un parti qui avait élu une assemblée de la République avec une majorité qui soutenait un gouvernement. Dans un moment, je peux dire que le gouvernement avait des problèmes. Oui, il y avait des problèmes. Pourtant, c'est un paragraphe du pouvoir judiciaire, un paragraphe qui annonçait, le procureur, qui annonçait que le Premier ministre était sous investigation criminelle. Évidemment que le Premier ministre a démissionné. Il a essayé encore de savoir quelle était la profondeur de l'enquête. Pourtant, le pouvoir judiciaire a fermé la bouche. Et évidemment, le Premier ministre a démissionné ce jour-là. Alors, ce sont 5 mois qui sont passés. L'ancien Premier ministre ne sait pas pourquoi il est souvenu l'enquête. On ne sait pas. Évidemment, on a fait de nouvelles élections. Il y a un autre gouvernement. Le changement est positif, évidemment. Changer, ça fait bien aux démocraties. Le problème, c'est que ce gouvernement est déjà sous la même procédure. C'est la même chose. Alors, tout ce système va donner à l'été quoi? Va nourrir l'extrême droite. Alors, il y a quelque chose ici qu'on doit crier au secours, c'est vrai, mais c'est comme Catherine Trottmann et Carlos Coelho ont dit, c'est par l'intelligence, c'est en ne mettant jamais de côté, mais en appelant pour dedans. C'est pour appeler, pour venir
vers les partis, les forces démocratiques. Pour terminer, je veux dire qu'au Portugal, il y a aussi une chose que je crois pour le moment c'est bonne, c'est que les partis démocratiques ont mis de côté le parti populaire, populiste. Alors, ils ont fait une barrière. C'est Felipe González, je crois hier ou avant-hier, disait aux Espagnols exactement ça. Faites le même que les Portugais. Je ne sais pas jusqu'à quand, jusqu'à quel moment, les Portugais seront capables de maintenir cette muraille. Mais il faut la faire. C'est une muraille pour dire, vous n'êtes pas comme nous. Pourtant, on est en dialogue avec vous. On doit vous connaître, savoir pourquoi vous êtes comme ça. Venez avec nous, vous n'êtes pas une autre humanité. Vous êtes de notre humanité, on veut dialoguer, on veut être ensemble pour conquérir une nouvelle société et pas un tribalisme comme on voit maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis-Georges, parce que l'attitude est un peu différente de ce qui s'est passé en Belgique. Mais le Premier ministre portugais a été très clair, non, c'est non, ça veut dire qu'il n'y aura pas un gouvernement, ils ne rentreront pas l'extrême droite au pouvoir. Je pense que ça, c'est bien d'avoir ce cordon sanitaire. Et quand on va parler de la presse, et c'est vrai que la presse en Portugal et en Europe, elle a été extrêmement permissive avec ses députés. En Portugal, il était 1%, Ventura, il était tous les jours. C'était une nouveauté pour le Portugal et la presse n'a pas compris le danger de cette nouveauté. Il était tout le temps, les journalistes couraient tout le temps derrière lui. Alors, comme toujours, l'extrême droite, ils choisissent un petit mot qui parle bien, donc ça aide. Et ça, c'est un problème. Et le Parlement européen, il a fait une chose qui est importante pour nous au Portugal, c'est qu'il a fait une législation sur la transparence de la presse pour savoir qui est derrière le groupe de presse. Parce que ça, c'est un problème que nous avons en ce moment extrêmement aussi important au Portugal. Laisse-moi seulement dire ça parce que c'est un fait étudié par l'Association de la presse. En mars dernier, André Ventura, le président du groupe d'extrême droite au Portugal, dans tous les télés portugaises, avait plus de temps que le leader du Parti socialiste et que le présent Premier ministre du Portugal. Alors, la présence médiatique de l'extrême droite a été souvent plus importante. Je parle du temps, mais si on veut parler, et Fernanda, c'est la journaliste, c'est le spécialiste, dans la préférence dans l'ordination des nouvelles à télé, c'est différent. Ouvrir un noticiaire avec une nouvelle ou faire ça en 30 minutes d'édition. Ça importe aussi. Mais André Ventura avait plus de temps et plus de chances d'être la première nouvelle que le président du parti, de mon parti, du parti qui est le Premier ministre, ou du leader socialiste. C'est des faits. Et là, je ne discute pas les critères journalistes, mais je crois que Fernanda a raison. La presse a aidé la promotion de l'extrême droite. Et pas seulement au Portugal, même en France aussi, avec le mouvement de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, quand il a commencé à être invité à des émissions de télévision qui avaient une réputation du point de vue culturel et d'indépendance, ça a posé des problèmes. Je vais donner la parole à Birte Wassenberg, professeure d'université à l'histoire contemporaine, donc à Sciences Po, membre du Centre Raymond Poil-de-Vent. Et donc elle s'occupe beaucoup aussi des questions européennes et aussi elle
fait aussi une réflexion sur l'euroscepticisme. Alors, ça serait intéressant de vous entendre un peu comment expliquer ce que nous vivons aujourd'hui et là où nous allons, qui est vraiment quelque chose qui est inconnu, mais qui visiblement va nous perturber notre vie. Merci. Alors, aujourd'hui, j'interviens en tant qu'enseignante-chercheur. Je suis enseignante-chercheur à Sciences Po. Et à Sciences Po, donc, je recherche sur l'euroscepticisme et j'enseigne aussi l'euroscepticisme parce que j'ai un cours sur l'euroscepticisme avec mes étudiants Sciences Po. Et donc, quand je viens la première fois dans le cours, il y a 40 étudiants, dont des étrangers et toutes les filières de Sciences Po, pas seulement les filières européennes, mais toutes les filières. Alors ils disent, commence par dire, madame, si vous faites un cours sur l'euroscepticisme, c'est que vous êtes eurosceptique. Alors j'ai dit, non, c'est pas parce que vous pensez qu'on ne peut pas parler de l'euroscepticisme et faire de la recherche en étant pro-européen. Alors je dis, écoutez, moi je suis une européenne convaincue, mais convaincue, j'y crois vraiment. Et alors ils me répondent, mais non mais madame, le fédéralisme européen, l'Europe, c'est une utopie, ça ne marche pas. Et alors, c'est là où je commence mon travail. Et donc, dans ce cours, je leur fais d'abord l'histoire de ceux qui sont pour l'Europe. Parce que l'Europe a commencé comme ça. On a fêté, il n'y a pas trop longtemps, la présidence française du Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg, le premier comité de ministres. C'était pas l'Union européenne, c'était le comité de ministres du Conseil de l'Europe. Et quand il y avait cette première réunion, il y avait une foule à Strasbourg. Quand Winston Churchill s'exprimait à l'Aubette, il y avait une foule qui applaudissait et qui était pro-européenne. Où est cette foule aujourd'hui? Où est cette foule aujourd'hui? Mais j'ai fait aussi une étude avec Sylvain Sherman sur l'histoire du premier Parlement européen élu au suffrage universel. 79-89 nous avons fait. Et nous avons passé des entretiens avec des anciens parlementaires européens. Et alors c'était passionnant. Déjà, tous les parlementaires britanniques qui étaient encore là étaient tous, les Labour, conservatifs, tout le monde était pro-européen, complètement convaincus. Ils se sont européanisés au fur et à mesure parce qu'ils sont restés longtemps au Parlement européen. Et ils ont raconté des histoires passionnantes. Par exemple, il y avait Lord Balfe du Parti conservateur qui m'a raconté, alors il faut être prudent, on ne sait pas c'est son discours, mais le fait qu'il a raconté était déjà très intéressant. Il a dit, j'ai aidé Altiero Spinelli en 84, le communiste, de passer son projet sur l'Union européenne. Parce que j'étais assis à côté de lui et je lui ai dit, tu ne fais pas bien, comme ça passe pas ton projet, il faut faire autrement. Et donc cette complicité des parlementaires de toutes les tendances pour l'Europe, est passionnant. On a aussi interviewé Baron Crespo, l'ancien président du Parlement européen, espagnol, qui nous a raconté que les premiers, parce qu'ici on est en présence des Portugais, il y a eu les Espagnols aussi, quand ils sont rentrés au Parlement européen, les premiers parlementaires européens, espagnols, portugais, il a dit, moi, on a pleuré. Tellement on était content d'être dans l'Europe. Donc ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une utopie. Mais aujourd'hui, il est difficile de passionner les jeunes. Alors je leur demande aux jeunes, est-ce que vous allez voter Sciences Po? Sciences Po, c'est des étudiants d'élite. Est-ce que vous allez voter aux élections? Oh, non, pas forcément, parce que vous savez à quoi ça sert. Notre vote n'aura pas forcément d'impact. Alors je dis, mais le Parlement, oui, parce que le Parlement européen, qu'est-ce que ça compte? Alors je leur fais l'histoire. Je dis, aujourd'hui, il a un pouvoir de codécision. Un pouvoir de codécision. Oui, mais c'est compliqué, comme vous l'avez dit. C'est compliqué, on ne comprend pas, donc c'est pas, on ne voit pas à quoi sert notre vote. Donc c'est inquiétant ça, ce constat. Et alors, après on parle de l'euroscepticisme. Et donc dans la recherche, c'est les politistes qui ont commencé à faire la recherche sur l'euroscepticisme au moment de l'opposition des Britanniques, avec Margaret Thatcher, fin des années 70, et ils ont distingué entre hard et soft. Alors le hard, à l'époque, c'était Margaret Thatcher. Et donc je l'ai fait écouter le discours de Bruges de Margaret Thatcher de 88. Et
Et quand on analyse ce discours, on constate aujourd'hui que ce n'est pas du tout du hard euroscepticisme. C'est du soft, c'est-à-dire elle critique la communauté européenne, mais elle dit que nous faisons partie de la communauté européenne, nous soutenons le marché unique, nous soutenons la libre circulation. Elle a une autre vision de l'Europe que celle qui est prédominante à l'époque, un petit peu dominée peut-être encore par les fédéralistes et par ceux qui sont aussi peut-être un peu opposés à une Europe trop libérale économiquement. Donc, quand on analyse ce discours, on constate un décalage total si on se place ensuite dans la période du Brexit et on voit la façon dont le Brexit a été orchestré et la campagne de Nigel Farage et les outils, le discours, comme vous l'avez dit, les outils qui sont utilisés aujourd'hui dans le discours politique. C'est comme vous dites, on crie, on fait des fake news, on raconte des mensonges. Et avec cela, c'est autre chose que les années 80. Ce n'est pas la même chose. Et donc, ce Brexit, alors je leur montre aussi, je ne sais pas si vous étiez présents lors de la séance, moi ça m'avait marqué, la séance où les Britanniques, les Brexiteers, parce qu'ils ont dû encore participer aux élections européennes, parce que le Brexit n'était pas fini, sont venus, ils ont tourné leur dos quand il y avait dit ça, pour moi, c'était d'un symbolisme d'une autre époque en ce qui concerne l'euroscepticisme. Ça m'avait marqué. Et donc, quand je parle, alors on analyse un peu les raisons de cet euroscepticisme. Et quand je vous écoute, une des raisons de l'euroscepticisme, c'est aussi un euroscepticisme de déception de l'Europe. Parce que, par exemple, par précarité économique. Ça compte beaucoup aussi pour les pays d'Europe centrale et orientale. C'est-à-dire qu'on pensait avoir le paradis quand on rejoint l'Europe. Et bien finalement, il y a quand même la pauvreté. Tout le monde ne profite pas de cette adhésion à l'Europe. Et donc il y a une déception. Une déception aussi peut-être pour les pays du Sud, au moment de la crise économique de 2008, de voir qu'il n'y a pas de solidarité. Les Allemands ne voulaient pas aider les Grecs et les pays du Sud. Ils étaient égoïstes. Et donc cet égoïsme, avoir été laissé tomber, où est la solidarité européenne? Donc cet euroscepticisme, il faut aussi le considérer. Et puis, il me semble, alors il y a aussi un euroscepticisme qui est peut-être vraiment l'euroscepticisme très hard, parce que dans la littérature, on dit l'euroscepticisme hard, c'est quand on veut partir de l'Union européenne. Par exemple, le Brexit. Et alors, on a eu un exposé sur le PIS du Royaume-Uni. Alors ils ont dit oui, mais ils sont très eurosceptiques, mais ils ne veulent pas partir, parce qu'ils profitent de l'Europe. Ils profitent, donc ils ne partent pas. Alors je dis, alors vous dites c'est quoi comme euroscepticisme? Alors ils me disent oui, c'est du soft. Je dis, c'est du soft. Et quand on remet en cause les fondements... C'est l'opportunisme. Ouais, et quand on remet en cause les valeurs fondamentales sur lesquelles est bâtie cette Union européenne, État de droit, démocratie, droit de l'homme, si on remet ça en cause, ce n'est pas du hard. Là, on n'est pas dans le hard. Et là, on réfléchit. Et donc, et puis, il faut aussi encore parler de l'euroscepticisme un peu plus classé au niveau de la population européenne, parce que l'euroscepticisme est parfois pas une position politique, mais on a beaucoup à faire avec les sentiments, avec la peur. La peur. Est-ce que je vais perdre mon emploi si l'Europe va être élargie encore davantage? Est-ce que cette peur, la peur de l'autre pays, la peur du libéralisme, l'Union européenne, là aussi peut-être la colère parfois, c'est la colère contre une administration à Bruxelles dont les États membres sont trop contents de mettre toute la faute quand ça ne marche pas, de dire voilà, cette technocratie, cette Europe qui nous impose, qui veut nous imposer une harmonisation totale et nous empêcher d'avoir son fromage en France et je ne sais pas combien de bières en Belgique. C'est aussi
c'est au niveau des sentiments que ça joue et ça rend la recherche sur l'euroscepticisme extrêmement difficile parce qu'il faut, alors on peut travailler avec les sondages, mais les sondages, il faut aussi une analyse plus qualitative de pourquoi on a peur de l'Europe. Et puis, je dis toujours aussi, l'euroscepticisme est dynamique. Même une seule personne, et dans le temps, et dans les personnes, ça peut changer. Je peux, il y a un an, être eurosceptique et demain, je peux être pour l'Europe. On a été tous contents de Next Generation Europe à la sortie de la crise Covid. Donc, on peut être pro-européen par rapport à certaines politiques, par rapport à un moment donné, et on peut être anti-européen à un autre moment donné. Ça peut changer. Et donc, ce n'est pas facile, l'euroscepticisme. Et moi, je dis toujours, ce qui est important, c'est d'en discuter, et c'est de prendre aussi au sérieux ceux qui expriment cet euroscepticisme. Parce que dans les élections européennes, il y a aussi toujours cette question, qu'est-ce qu'on fait avec ces abstentions? Est-ce que ce n'est pas encore pire de ne pas aller voter que d'aller voter peut-être contre l'Europe? Parce qu'on est dans une démocratie, donc on a peur de l'augmentation de l'extrême droite dans le Parlement européen. J'ai aussi vu les prévisions. Mais par contre, on est dans une démocratie, donc on ne peut pas faire comme en Belgique et dire que non, vous n'avez pas le droit d'y siéger. Et donc le débat doit rester possible. Donc c'est le jeu de la démocratie. Et je me permets juste, parce que peut-être deux éléments encore, sur la communauté de valeurs. Moi je pense que vraiment on a un malaise fondamental en Europe qu'il faut davantage discuter au sein de l'Union européenne. Au moment des élections européennes, c'est un bon moment, mais au moment de l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe, c'était aussi un bon moment. Parce qu'on a organisé un sommet à Reykjavik, où le sommet s'appelle « Réunis ensemble tous autour de nos valeurs ». Et l'Union européenne était représentée, Ursula von der Leyen a fait un discours pour soutenir ce sommet, et lors de ce sommet, on a quand même pris une décision très importante de créer ce registre de dommages créés par la guerre en Ukraine. Et donc là, c'est peut-être un défi aussi. Les organisations européennes sont parfois trop auto-centrées sur elles-mêmes. Il faut encore davantage pousser à une coopération. Le Conseil de l'Europe est souvent remis en question. On ne le trouve plus très utile, on dit voilà, il n'a pas beaucoup de budget, mais sa tâche principale, c'est de défendre les valeurs sur lesquelles on se fonde, et ces valeurs, maintenant, on se rend compte à l'Union européenne aussi qu'elles sont remises en question quand on voit le gouvernement polonais, la Hongrie, et qu'il faut réagir ensemble face à cela. Dernier mot peut-être sur l'avenir de l'Europe, parce que quand on veut stimuler les jeunes pour qu'ils aillent voter, il faut aussi qu'il y ait vraiment un débat sur où est-ce qu'on va en Europe. Et le problème des élections européennes, et souvent, en tant qu'historienne, je dis ça, c'est que souvent le débat, comme il n'y a pas vraiment de sphère publique européenne, il est souvent national. Et donc il est souvent lié aux problèmes intérieurs du pays. Même parfois on parle d'élections test pour les élections législatives nationales. Et donc, mais c'est une erreur. Et en fait, mes étudiants m'ont dit, mais madame, c'était bien les Spitzenkandidaten, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc, parce que les Spitzenkandidaten, c'était le moment en 2014, hein, d'essayer de voir si on peut réussir un débat européen entre les forces politiques européennes. Et en 2019, ça a déjà plus marché, et aujourd'hui, je ne vois pas encore très bien ce débat. Et donc, c'est vraiment parce que il faut vraiment parler, il y a des sujets dont il faut parler. Notamment, vous en avez parlé, la migration, c'est un sujet dont il faut parler, les frontières, qu'est-ce qu'on fait avec les frontières en Europe? Parler de frontières solides, ça me paraît insuffisant. C'est ce qu'on trouve sur le website de la Commission européenne. Ça me paraît insuffisant. Il y a l'avenir de la défense européenne, le couple franco-allemand. Il ne va pas très bien en ce
ce moment. Et il y a, je vais jamais le dire, je suis universitaire, je peux dire. Il ne va pas très bien en ce moment. Et donc, mais il est essentiel pour le traité d'Aix-la-Chapelle propose tout un chapitre sur la défense. Et donc, où est-ce qu'elle est? Où sont ses projets? Et puis, il y a aussi le dossier de l'élargissement. Alors, on a accepté les candidatures de la Moldavie et de l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'on... Mais oui, on les a acceptés de principe, mais comment on fait? Moi, je fais des jeux de simulation avec mes étudiants pour voir comment faire. Ben, ça affiche très bien. Et en fait, alors, il faut réfléchir, comme toujours, cette dialectique approfondissement, élargissement qui va jouer dans cette question d'élargissement. Et la question de l'identité européenne, parce que si déjà, à 27, on s'interroge sur cette identité, ben, qu'est-ce que ça va être si on est encore élargi? Et puis, il y a la Calixon, déjà en train de... Voilà. Merci. Avant de passer la parole à la salle, je voulais juste dire que nous sommes en direct dans nos réseaux sociaux et aussi qu'il y aura un reportage photo dans les dernières nouvelles d'Alsace avec qui nous avons aussi, nous travaillons toujours. Et je passe la parole à la salle. Il y a nos stagiaires qui ont des micros. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Alors voilà, je vais passer ici devant à l'ancien ministre de la Culture du Portugal. Alors je demande des questions courtes à M. là-bas aussi. Il y en a, voilà. Des questions courtes et des réponses. Merci. Voilà, il marche. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié toutes les interventions qui ont été faites et elles donnent vraiment matière à réfléchir. Mais je voulais seulement présenter, comme ça un peu faussement, naïvement, l'expérience d'un Portugais à l'Union européenne. Quand on est entré à l'Union européenne en 1985, il était, bon, c'était un espoir généralisé. Il y avait, sauf certains pour des raisons idéologiques, mais en général c'était. Et vraiment, l'Union européenne nous a beaucoup aidés. Mais je pense qu'on a passé d'une Union européenne de Jacques Delors, de la cohésion, de la solidarité, à une Europe qui ne parlait que de créanciers et débiteurs. Et cette Europe-là, je pense, à mon avis, a fait beaucoup de mal à l'idéal européen. C'est vrai qu'on a déjà eu un moment de solidarité à l'occasion de la pandémie. C'est vrai que la solidarité n'est pas absente et on continue à avoir des programmes de cohésion, mais nous avons beaucoup ressenti, et c'est Mme Wassenberg qui a fait référence à ça. Et je crois que ça a été aussi une raison qui a un peu fait méfier les peuples de Grèce, d'Espagne et de Portugal par rapport à l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a eu vraiment une politique concernant les dettes souveraines qui vraiment faisait fi de tout ce que les banques avaient fait pour que cette crise explose. Et c'était les citoyens, il fallait réduire, il fallait appauvrir pour aller en avant. Cette Europe-là, que j'espère sera dépassée, je crois qu'elle a fait beaucoup de mal à l'idéal européen et je voudrais seulement porter votre attention sur ce point-là. Merci. Merci beaucoup. Luís Filipe Castro Mendes est aussi un grand poète portugais. Il y a une question aussi là-bas et après on va prendre plusieurs questions. Oui, je voudrais parler de l'Eurobaromètre, parce que c'est une institution qui existe depuis plus de 50 ans et pratiquement la presse n'en parle pas. C'est exceptionnel que justement ces dernières semaines, on a parlé de la fameuse enquête qui a montré enfin que les Français ne s'intéressaient pas à l'Europe. Bien, ce qui est intéressant, j'ai enseigné pendant de nombreuses années l'Eurobaromètre, y compris à Sciences Po et au collège, et ce que je veux dire, c'est que la presse ne s'intéresse pas à ces enquêtes. Il suffit de regarder ceux qui en ont fait. Notamment, il y a
10 ans, il y a très très peu de choses qui étaient dites. Et en particulier, il y avait dans toutes ces enquêtes une information intéressante, extrêmement intéressante, c'était que la France se situait au dernier rang des pays en ce qui concerne l'intérêt que la presse portait aux problèmes européens. Pourquoi est-ce que cette information n'était pas connue? Voilà ce que je veux dire. Normalement, la presse aurait dû prendre les choses au sérieux. Donc, encore des questions? Ah oui, un micro. Merci et merci beaucoup à tous ceux qui sont intervenus. Je voudrais juste faire 2 ou 3 petites remarques. La première, c'est qu'on a parlé de pourquoi est-ce que les partis politiques traditionnels ou classiques ne sont pas respectés. Je donne un exemple de quelque chose qui peut-être explique un peu les choses. Aujourd'hui, l'Union européenne, qui se dit porteuse de toutes les valeurs de l'Europe, paye la Turquie, pays qui viole les droits de l'homme, pour garder les réfugiés et ne les pas laisser rentrer ici. Je crois que quelqu'un qui se pose des questions sur les valeurs peut en tirer des conséquences. Alors ça, c'était le côté négatif de ce que j'allais dire. J'allais aussi dire une chose positive. Pensons à la Pologne, parce que la Pologne a réussi, parce que tous les partis qui étaient opposés au gouvernement précédent se sont mis ensemble, ils ont mis de côté leurs exigences utopiques pour travailler pour gagner les élections, ils l'ont fait. Et la troisième chose, c'est très bref, je voudrais reprendre l'idée de voter dans les élections. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas le droit de voter, je n'ai pas pu voter depuis des années, mais même en ne votant pas, on peut aider les autres à voter. Vous êtes peut-être de quelque part d'autre, vous n'êtes pas sur la liste, vous êtes peut-être trop jeune, dites à vos parents, dites à vos grands-parents, dites à vos amis, dites à tout le monde de voter et de voter bien. Voilà, merci. Ça, c'est la tristesse des Anglais qui ont été pris par des eurosceptiques. Hein. Ils ont été abusés. Alors, est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, je vous laisse à chacun de vous finir en répondant à ces questions qui ont été soulevées. Alors, je commence maintenant par Carlos, qui a été... Alors, des réflexions vraiment intéressantes, mais je retiens seulement une question, une demande sur la France. Je ne sais pas vous répondre. Pourquoi la France est si bas dans cette indice, dans le range de la perception des questions européennes. Mais je peux vous donner ma expérience. Ce n'est pas le plus important. Parce qu'au Portugal, nous avons exactement l'envers. D'accord avec l'Eurobaromètre, excusez-moi, les Portugais sont, je crois que le deuxième ou le troisième pays avec plus d'intérêt sur les questions européennes, une perception de l'opinion publique plus favorable à l'Europe et à les institutions européennes. Alors c'est un des 3 pays dans les 27, un des 3 pays plus européens. Mais quand on arrive aux élections européennes, dans les dernières élections, nous avons pas la pire, mais la deuxième pire tâche de votation. L'abstention était immense. Seulement un tiers des Portugais, on allait aux urnes pour mettre son vote pour expresser sa opinion. Alors, c'est pas si important si dans les indices de perception de l'opinion publique et de la presse, nous sommes plus dans le top pour le bottom line.
ce qu'importe même, c'est la conséquence civique, la participation. Les choses ne sont pas nécessairement liées. Je préfère que les indices sont positifs. Mais si je dois choisir, je préfère qu'on dise la participation civique, du vote, et les Français ont voté plus que les Portugais. Merci beaucoup. Je passe, je voulais faire un commentaire sur, non, sur n'importe quoi, même sur Le problème, c'est que pour l'Eurobaromètre, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi la presse ne l'utilise pas. Nous, en recherche, on l'utilise beaucoup. Mais je pense que c'est peut-être pas parce que ça. C'est l'électorat qui n'a pas peut-être pas. Une recherche assez négative. Oui, on fait beaucoup de. On l'utilise pour la recherche. C'est la seule possibilité d'avoir les sondages. Moi, j'aimerais juste faire soutenir en fait ce que vous avez dit pour la politique migratoire. C'est vrai que c'est un thème qui est un peu accaparé par l'extrême droite, mais il y a des vraies questions qui se posent dans l'externalisation des frontières, dans ces traités qui sont faits, mais aussi dans la gestion et la surveillance des frontières. On a vu les problèmes que ça a donné avec Frontex. Et donc, en fait, c'est là où il faudrait avoir un vrai débat européen, et pas seulement le débat qu'on a tout le temps de vouloir fermer les portes, de vouloir empêcher les migrants d'entrer. Je voulais juste vous répondre, comme journaliste, j'utilise énormément l'Eurobaromètre et le dernier, le Parlement européen a pour la première fois fait une conférence de presse avec, qui peut être un peu vue partout sur l'Eurobaromètre. Peut-être souvent c'est aussi le Parlement qui ne fait pas beaucoup de publicité, mais c'est un instrument que j'utilise souvent et je fais un programme toutes les semaines sur les questions européennes quand je connaissais, et j'ai même souvent fait un programme sur les informations d'Eurobaromètre. Après, c'est vrai que la France ne donne pas beaucoup d'informations comparé avec même les Anglais qui, même dans leur période extrêmement eurosceptique, ont donné énormément des informations. Lydia, j'ai oublié de dire que vous avez reçu le prix Médicis pour votre livre l'année dernière, et ça, il fallait le dire et vous féliciter. Et Et ça ne fait pas plus sage. Seulement une petite réflexion rapide, c'est que nous sommes en train de parler de la malaise européenne. Mais je crois qu'on doit associer à une autre chose plus élargie. C'est que nous sommes au monde, et je crois que le tremblement de terre ne se passe pas ici, vraiment en Europe. Je crois que plusieurs des problèmes dont on parle proviennent aussi d'autres parties du monde. Et j'imagine ce qui va se passer si les États-Unis d'Amérique bousculent de nouveau pour nous. Alors, il y a toute... Je crois que, évidemment, nous sommes s'il y a quelque chose qui nous unit en tant qu'Européens, c'est le sentiment de culpabilité. Nous avons un profond sentiment de culpabilité. Et quand nous parlons de nous-mêmes, nous parlons toujours, nous énonçons nos péchés, nos impossibilités, nos incapacités, nos problèmes, etc. Et c'est vrai qu'on doit se mettre au milieu des autres pays, des autres sociétés. On vit un problème à ce moment qui est civilisationnel. On est en train de changer pour une autre vie, un autre mode de vie, une autre civilisation, peut-être.
Et l'Europe, je crois qu'on doit l'avoir dans le paysage international, non pas seulement comme moteur de nos problèmes à nous-mêmes, mais aussi comme élément d'une problématique très complexe globale. Merci beaucoup. C'est vrai que les décharges a introduit quelque chose dans ce débat qui est la question de l'Europe dans le monde et l'Inde et la Chine, surtout et Trump gagne les élections, mais aussi l'Europe et la désindustrialisation de l'Europe, ça a été aussi un problème, ça a aussi des répercussions. Quand vous allez aujourd'hui à la pharmacie et que vous n'avez pas un antibiotique, on est en train d'attendre un antibiotique parce qu'on le fait en dehors de l'Europe et qu'il n'a pas assez, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, c'est vrai qu'avec le Covid, l'Europe a pris des décisions extraordinaires et à la maison, nous sommes en train de faire un travail sur qu'est-ce que l'Europe fait pour nous, en prenant un peu quelle est à l'inverse. Parce qu'il y a beaucoup de choses, et surtout pour les jeunes, et je crois que c'est ça qu'il faut dire, il y a beaucoup de critiques à faire, mais il y a aussi un travail et beaucoup de très bonnes choses au niveau des questions de climat. Il y a tous les groupes, l'Europe fait aussi pour nous. Après, il y a toujours l'histoire des travailleurs pauvres. Après, il y a toujours mon compatriote Carlos Tavares qui a reçu un montant d'argent de 100 000 euros par jour. C'est pas, les Portugais, ça, ils ne gagnent pas dans une ville la plupart. Voilà, Catherine, je te laisse finir. Merci beaucoup. Voilà, le relais est passé. D'abord, je voudrais remercier les co-débattants parce que c'est un plaisir de pouvoir échanger et je pense que votre présence ici et votre attention montrent que c'est un sujet qui nous préoccupe. Et je reprends cette expression de Lydia Georges qui parlait de la pauvreté. La pauvreté est une cause de la démoralisation des citoyens, des gens. Je pense que quand on a l'expérience de la pauvreté, peu de choses peuvent convaincre que l'on peut avoir du pouvoir sur la vie, sur sa vie et celle des autres. Et je pense aussi qu'au-delà de cette démoralisation qui nourrit peut-être aussi l'euroscepticisme, puisqu'au fond, la promesse de l'Europe d'une plus grande solidarité et d'une plus grande prospérité commune n'est pas tenue aujourd'hui, la protection pas complètement non plus, nous voyons bien que les partis populistes, mais même parfois nos gouvernements démocrates, peuvent déraper. Moi j'ai travaillé, j'ai regardé combien de pays avaient fermé les frontières et depuis quand. J'ai commencé à regarder ça en 2015. Curieusement, le premier pays qui avait fermé ses frontières, c'était la Suède. Parce que la Suède avait eu un afflux de migrants au moment de la guerre en Syrie qui avait été tellement important, plus que, je dirais, ils avaient multiplié par 4, par 5, par 10, le nombre de migrants qui affluaient en Suède. Ils ont fermé les frontières. Le Danemark a fait pareil. La Suède a décidé de vérifier qui sortait du Danemark. Puis l'Allemagne a fermé aussi. Aucune raison pour faire comprendre aux autres qu'il fallait partager le fardeau. Ici, nous avons vécu la fermeture de la frontière au moment du Covid. Personne ne nous avait prévenus. Nous avons redécouvert que d'un moment à l'autre, la liberté qui pouvait être celle commune de pays voisins pouvait être entravée. Nous avions des coups de fil de gens qui étaient dans des files, qui ne comprenaient absolument pas pourquoi ils n'arrivaient pas à passer, et qui ne savaient absolument pas qu'on allait refermer les frontières. Qu'a fait la France? Elle a aussi fermé. Parce que si le voisin ferme, il faut quand même faire pareil. Pour montrer qu'on est au même niveau, n'est-ce pas? Donc, de la frontière fermée pour un problème de migration, on arrive à un problème de fermeture de frontières pour affirmer en quelque sorte sa souveraineté nationale
et la préoccupation que l'on peut avoir de réponse symbolique à l'inquiétude de la population. Parce que la frontière reste en Europe une question. Je l'ai redécouvert et ça revient systématiquement. Pour travailler avec les pays baltes, la Pologne, la Finlande, sur les questions de transport, je peux vous dire que c'est affreux, affreux, de voir aujourd'hui même une entreprise française travaille en Finlande, elle a pensé construire un mur. C'est le marché pour lequel elle avait candidaté. Et là, comment dire, le malaise des gens qui travaillent sur ce chantier, c'est qu'avant de construire le mur, pour se protéger du voisin, ils sont en train de démolir tous les passages. Nous avons construit l'Europe pour communiquer, pour nous relier, pour nous interconnecter. Nous vivons aujourd'hui le contraire. Le risque de fermeture des frontières ou de réaffirmation de son intérêt national contre celui des voisins. Nous voyons que l'ennemi n'est pas simplement celui qui a une intention violente, mais celui qui est différent, qui vient d'ailleurs, qui pose la question de ce partage des richesses qu'a évoqué Lydia Georges. Et pourtant, nous avons un monde de plus en plus interdépendant. Je pense que l'Europe doit rester sur ses bases de lucidité, de conscience et de facilité, de maintien, je dirais, de cette priorité civique, de cette priorité démocratique. C'est ça qui la constitue. Un espace démocratique, c'est un espace forcément ouvert, puisque ce sont les lois, c'est la justice qui règle l'affaire, je dirais, des États et des citoyens. Et ce modèle de l'État de droit, je l'ai vu remis en cause en Hongrie. J'ai travaillé avec les Polonais, le PiS, qui pouvaient travailler avec moi sans problème, l'opportunisme. Parce que, en travaillant avec moi, ils avaient accès au financement pour leurs projets. Aujourd'hui, est-ce que tout a changé? Non, tout n'a pas changé. Il faut aussi que nous sachions, je crois, nous les Européens, que ce qui peut se passer chez nous, chez d'autres, chez nos voisins, comme en Ukraine aujourd'hui, comme en Moldavie, comme dans l'extrême nord arctique, où on craint aussi ce qui peut se passer à un moment donné. Et je vous dirai, pour terminer le propos d'une députée Sami, la population d'origine de la Finlande. Eh bien, ce qu'a montré la révolution portugaise des œillets. Et c'est Mitterrand qui me le disait un jour. Et c'était très intéressant pour moi de voir comment lui avait abordé cette question de ces révolutions. Et à propos de l'Espagne, à propos de la Grèce, mais d'abord à propos du Portugal, il m'a dit, eh bien, si des peuples ont réussi à se soulever pour leurs droits et pour leur liberté, nous, les Européens historiques, nous avons le devoir d'accepter de changer. Et nous devons apporter une réponse politique, et cette réponse politique à l'époque, c'était la politique régionale que Jacques Delors a mise en œuvre. Comment trouver sur les territoires, pour les gens, les équilibres qui vont permettre aux gens de croire qu'en effet, ils ont eu raison de choisir la démocratie. Alors, le coût de la non-Europe, à un moment donné, les jeunes étudiants travaillaient dans le cadre de l'ENA sur cet aspect-là. Comment est-ce qu'on peut imaginer le coût d'une Europe qui commencerait à gripper ou qui disparaîtrait? C'est impressionnant, parce qu'on ne raisonne pas par l'absence, on raisonne par l'insuffisance de l'abondance et de la réponse. Donc, à un moment donné, je crois que la question qui nous est posée aujourd'hui n'est pas celle de l'insuffisance de la répartition de l'abondance, c'est celle de la disparition, de la destruction. Et pour moi, l'arrivée de partis populistes, tels que je les vois, ce n'est plus le même financement pour les infrastructures. Ce n'est plus les politiques de solidarité. Je ne vous dis pas ce qui disparaît dans le soutien aux universités, à la mobilité des étudiants et à la culture. Ce sont les crédits qui seront les premiers visés. Parce que le discours populiste est un discours de promesses. Mais derrière, c'est la succession des malheurs. Et vous le regarderez bien dans les programmes des
partis populistes, si vous creusez, vous voyez que ces partis visent, pour garder le pouvoir sur les gens, la destruction des solidarités. Alors, je pense qu'il faut continuer de dire que l'Europe peut représenter une chance, pas seulement une opportunité, mais une vraie réalité positive politique. Lorsque je suis allé dans ces régions du golfe de Botnie, vous savez, tout en haut, eh bien, une dame, donc élue Sami, me dit, Madame Trottmann, je ne comprends pas, pourquoi dans votre corridor de transport, vous n'avez pas la ligne qui va jusqu'au bout de la frontière finlandaise, à l'extrémité, dans la zone arctique. Je la regarde, je lui dis, écoutez, je vais déjà d'Anvers jusque chez vous, je vais maintenant jusqu'en Ukraine, jusqu'à un jour peut-être jusqu'à Mariupol, voilà, avec la longue ligne ferroviaire qui passe par Lviv, Kiev et qui devrait arriver à la mer Noire, donc j'ai même plus 2 mers, j'ai 3 mers maintenant qui sont connectées, et je lui explique ça, elle me dit, bah oui, mais l'Arctique ça fait la 4e, ah oui, sauf que bon, ça devient un peu grand, et elle me dit, il fallait mettre la route et la ligne ferroviaire dans votre corridor. Je lui dis, mais vous savez que le critère, c'est quand même un peu plus de population, et plus, les reines, c'est bien, mais bon. Et elle me répond, en me regardant droit dans les yeux, et elle me dit, mais vous savez, c'est notre ligne de vie. Notre ligne de vie. Et donc, je suis reparti de là, et je me suis dit, la ligne de vie, c'est pas la même, suivant l'endroit de l'Europe où on se trouve. Et j'ai parlé de cette ligne de vie en séminaire avec la Banque européenne d'investissement, la BEI. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, on voit toujours l'Europe à partir des pays fondateurs. Maintenant, il faut voir l'Europe à partir de ses extrémités. Les extrémités des frontières extérieures, les extrémités des territoires difficiles, ils sont tous des enjeux. Parce que la géopolitique dans laquelle nous vivons a fait basculer le centre du monde. Le centre du monde n'est plus l'Europe. Le centre du monde n'est pas forcément totalement la Chine. Le centre du monde n'est pas non plus seulement les bordures de la Russie, mais là où tout le monde se croise. Les Américains, les Canadiens, les Européens, les Russes, et où sont les Chinois sans avoir de droit maritime. Le nouveau centre du monde, il est dans l'océan Arctique. Il est là où seront les futurs conflits économiques, politiques et sociaux. On n'y pense pas, je vous le dis, c'est devenu une vraie centralité dans le monde. Qui l'a compris? L'OTAN, qui est en train de faire ses exercices militaires là-haut. Mais qui doit le comprendre? C'est nous. C'est nous. Parce qu'il faut aussi s'adapter au changement de ce monde, à ses risques, et ces risques sont immenses, mais en même temps aussi aux opportunités que nous offre la coopération. Et moi, je souhaite que l'Europe garde dans son ADN la coopération, car lorsqu'on coopère, on ne déteste pas celui avec qui on coopère. Alors, pour terminer, une blague, parce que je suis coprésidente du Haut Conseil culturel franco-allemand, le couple franco-allemand. Des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et un jour, mon coprésident allemand me dit, bon, c'était du temps de Nicolas Sarkozy ou de la Merkel, ça n'est pas très très bien, et puis tout à coup on m'a plus parlé des problèmes. Et lui il me dit, bon, logique, c'est une affaire de couple, maintenant ça va mieux parce qu'ils font chambre à part. Alors je souhaite que dans l'Europe, on continue d'éviter les chambres séparées, et qu'on puisse éviter les frontières et continuer de coopérer. Merci beaucoup, Gajboil, Catherine Trottmann et Georges Westenberg. Merci aussi à Annette et Jean-Claude Garrick, membre du bureau qui nous aide toujours à préparer nos conférences, ainsi que Jack Ali. Et merci à nos stagiaires
qui sont là, qui Richard, Diziano et Célia, qui nous ont aidés à préparer ça, qui ont beaucoup travaillé. Je les remercie énormément. Merci pour tout. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas, le 24, on fête, le 25 avril, on aura l'ambassadeur du Portugal qui va un peu passer ses souvenirs que les parents ont transmis. Et puis, aussi, Luís Castamente, notre poète, qui a participé à la production, qui va un peu parler comment ses souvenirs, et aussi les souvenirs des étudiants européens et des Français qui n'ont pas été au Portugal, qui sont allés profiter de la production. Je vous invite tous à la fin, il y aura des postage offerts par l'ambassade du Portugal. Et merci pour tout. À bientôt. Au revoir.